Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonjour à ma dulcinée, ma famille, mon arc-en-ciel. Alors aujourd'hui, nous allons, comme nous l'avons fait précédemment avec la Twingo, qui est derrière moi, célébrer 3 anniversaires. Même si cela peut paraître anodin, ils ont été importants pour leur constructeur, et à plus d'un titre. Et en attendant, merci aussi que vous soyez de plus en plus nombreux à nous regarder, même si cela reste très confidentiel. En 1955, une idée, précédée d'une DS de Citroën, fit l'effet d'une bombe, ringardisant d'un coup tout ce qui roulait à cette époque. Malgré leur moteur issu de la traction 11, indigne du reste de la voiture, elles passèrent presque aussitôt à la postérité. Elles proposaient un système hydraulique ingénieux, couplant une suspension oléopneumatique, assurant un confort et une tenue de route très supérieurs à ce qui se faisait à un freinage surpuissant. La DS, qui deviendra reine de la route, y ajoute une direction assistée et une boîte hydraulique à 4 rapports supprimant la pédale d'embrayage. Mais ce qui frappe en premier, ce n'est pas la technologie embarquée, même si de voir une voiture se lever et se baisser à volonté impressionne, mais bien le dessin de cet ovni, ou plutôt objet roulant non identifié. Dessiné comme une aile d'avion, véhicule extraterrestre, soucoupe volante venue du futur, la marque deviendra encore une fois, comme avec la traction avant, gardiste. Elle était facile celle-là. Le style n'est pas qu'esthétique, puisqu'avec un coefficient de pénétration dans l'air, le fameux CX, les ID et DS avec 0,38 font passer la traction pour une armoire normande avec son 0,52. Pourquoi je vous parle de ça, moi ? Ah ben oui. Comme je le disais, elles sont entrées à la postérité. Elles ont même donné leur nom à une marque automobile. Pourtant, 2 ans plus tôt, en juin 1953, une autre bombe automobile fut présentée à la presse, puis au public lors du salon de l'auto de Paris de la même année. Avec ses rondeurs, qui la feront passer aux yeux de certains pour une baignoire renversée, la Pardina Z, ou 54, ne fera pas l'unanimité esthétiquement. Pourtant, cette baignoire renversée affiche un CX de 0,26. Adieu, ID et DS avant même leur sortie. Plus encore, les concurrentes de la part, les plus ferventes, Simca 9 et Peugeot 403. Avec son petit flat twin de 851 cm3 et 42 chevaux seulement, la Panhardina accroche son petit 130 km/h sans trop de peine, pourvu qu'elle ne soit pas en côte ou lourdement chargée, voire les deux. Pas annonçant pompeusement 6 passagers. Des Mimimati, moi je veux bien, sans problème. Des Sumo, ça reste à voir. L'accessibilité aux 130 km/h n'est pas le seul apanage du CX, mais il est aussi dû à la légèreté de la caisse de cette grosse baignoire tout en aluminium bien avant Audi et pesant moins de 750 kg, en ordre de marche. Malheureusement, de tout alu, il n'en sera question que les 2 premières années. Dès mars 1956, quelques éléments acier viendront s'immiscer de ci, de là, dégradant au passage confort et tenue de route. À peine 6 mois plus tard, elle sera tout acier. Il faudra attendre mars 1959 et l'arrivée du moteur Tigre, fort de 50 chevaux, pour retrouver tout le dynamisme d'antan, et même un peu plus, avec un bon 145 km/h en pointe, dépassant sur ce plan les ID et DS et presque tout ce qui roule. Contrairement à ces dernières, la Dina ne rentrera pas à la postérité. Pourtant, elle laissera plus de technologie aux autres constructeurs que les ID et DS. Ne serait-ce que le rattrapage de jeux hydrauliques, des soupapes, repris par Honda notamment, la caisse tout alu, qui sera remise au goût du jour 3 décennies plus tard par Audi, le travail en soufflerie pour les carrosseries, car elle fut précurseur en ce domaine, première voiture de grande série à avoir été étudiée en soufflerie. En juin 1959, les parties avant et arrière sont redessinées.
L'habitacle ne change pas, contrairement au nom qu'il viendra PL17. Mais c'est bien la Dina qui se cache dessous. Ce n'était pourtant qu'un restylage. Elle gagnera en esthétique ce qu'elle perdra en CX. Mais avec encore 0,275, elle est loin devant toute la concurrence. Pour 1963, la PL17 affinera encore ses lignes, ajoutant une casquette dans le prolongement du pavillon, en supprimant les lourdeurs de certains chromes, trop chers à son designer Louis Bionnier. 1963, justement. Année de naissance de la deuxième protagoniste de nos célébrations. Par 2 fois, nous avions donné des indications afin que vous deviniez de quelle auto il s'agissait. Petit rappel, c'est un coupé de grand tourisme, mu par un moteur cylindre à plat refroidi par air grâce à une turbine. Mécanique affichant plus de 1700 victoires en compétition, dont 11 fois sacré au Mans, tout de même. L'initiale du constructeur est un P et la belle est désignée par une série de chiffres. J'ai failli dire que nombreux étaient ceux qui nous ont répondu affirmant qu'il s'agissait de la Porsche 911. Nombreux n'est pas le terme le plus approprié, même si le pourcentage de réponses est important au vu du nombre confidentiel de personnes qui viennent nous visiter. Alors oui, la Porsche 911, bon anniversaire à elle, mais nous pensions à une autre voiture, française celle-là. Pourquoi pas la Porsche? Car nous étions persuadés, et ça s'est vérifié, que tous les magazines consacrés à l'automobile en parleraient, qu'ils soient audiovisuels ou papier. Si la Porsche fut présentée en mars 63, la part 24 le fut en juin, tout au moins à la presse, unanime, qui publicitera sa ligne d'une extrême élégance. Ce sera malheureusement la dernière part de tourisme. Quel gâchis! Lors de la présentation, 2 modèles existaient, la 24C, qui, de mon avis, était trop dépouillé et se contentait du flat twin de base de la PL17, ne développant que 50 chevaux, elle sera abandonnée l'année suivante. La version haute, 24CT, est émue par le moteur Tigre M8S de cette même PL17. Les 60 chevaux, de par un aérodynamisme favorable, mais surtout une surface frontale bien plus faible que celle de la 17, même largeur de caisse, mais 20 cm de moins en hauteur, permirent d'obtenir un bon 150 km/h en pointe, contre 145 pour la berline, et de meilleures accélérations. Moins 4 secondes sur le seul 1000 m départ arrêté. En mars 64, la 24 voit son moteur évoluer quelque peu. Le M8S ainsi revu entraîne la 24 à 155 km/h et fait passer le 1000 m départ arrêté de 39,5 à 39 secondes. Si on compare ces chiffres aux seules plus ou moins concurrentes françaises, à savoir la Renault Caravelle et la Simca 1000 coupé Bertone, on voit que la 24 leur est supérieure. Moins d'1 an après son apparition, elle troquera son M8S pour le M10S plus coupleux. Ce moteur, accouplé à une boîte de vitesse dont le 4e rapport a été allongé, entraînera la 24CT à 160 km/h, réalisant le 1000 m départ arrêté en 38 secondes, laissant loin derrière les 2 compatriotes. Elle en profite pour troquer ses bons vieux freins tambour ETA, pour évacuation thermique accélérée, pour 4 freins à disque, avec double étrier à l'avant, faisant dire à part qu'elle possédait 6 freins à disque, le freinage est enfin à la hauteur des performances. L'équipement de la voiture est de haut niveau. Phare, côte, veilleuse, clignotant avant inclus dans un seul globe optique, idée reprise par la Volkswagen Golf 4 de 1997. Feu de recul, une seule clé pour ouvrir trappe à essence, coffre, portière, boîte à gants, ceci dit en passant éclairé, et mettre le contact. Bien avant la Citroën BX. Pare-soleil conducteur, passager avec pour ce dernier un miroir de courtoisie éclairé. Lecteur de cartes, compte-tours, siège avant réglable en hauteur, inclinaison et profondeur, éclairage en bout d'accoudoir pour être vu en ouvrant la portière, mais aussi voir où poser nos pieds. Un système de chauffage des plus ingénieux, chauffant tout l'habitacle et toutes les vitres. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la 24 et ses 5 versions. 2 courtes, 24C et CT, mais aussi 3 longues, BA, B, BT. Nous y reviendrons. Nous allons finir ce tour d'horizon avec une simple évolution d'un modèle à tendance sportive. Il s'agit de la Citroën GSX-3, qui fête ses 45 ans. Pourquoi parler d'une version qui ne fut commercialisée que 11 mois? Tout simplement parce qu'en plus d'être la remplaçante de la X2, version sportive de la GS,
équipé de 1222 cm3, porté à 65 chevaux initialement, puis ramené à 64 pour de l'antipollution, et la X3 inaugure le 1299 cm3 qui va équiper la future GSA. Elle est sûrement la plus sportive des GSA par son style et son moteur. Les plus de 28 000 clients de cette version ne s'y sont pas trompés. D'ailleurs, André Costa conclut lors de son essai pour l'Autojournal en mars 1979 par ce simple constat. En cette année 1979, la X3 possède au minimum la meilleure mécanique de sa catégorie. Rien que ça. Nous reviendrons sur les GS et GSA sportives, car pour beaucoup ces modèles manquent de puissance, ce qui n'est pas faux. Pourtant, mais c'est une autre histoire. Sur ce, bonne fin d'année et à bientôt si vous le voulez bien.